Donc aujourd'hui, on va parler de choses techniques, de la machine de détecteur. Je vais commencer par une histoire. À mon âge, je raconte des histoires. Alors, l'histoire est la suivante. Vous savez que la première expérience qui n'était pas de haute énergie à l'époque, mais qui, quand même, c'était probablement la naissance de la physique de haute énergie, c'était l'expérience de Rutherford. Au début du siècle dernier, Rutherford avait l'idée. Rutherford était un drôle de type, un type génial, qui était un peu les deux théoriciens, surtout expérimentateurs, mais aussi un peu théoriciens. À l'époque, d'ailleurs, la distinction n'était pas aussi nette que celle d'aujourd'hui. Et il a eu l'idée d'envoyer des particules alpha, un faisceau de particules alpha, sur une feuille d'aluminium et d'or, en fait. C'était des feuilles métalliques. Et l'idée, c'était d'étudier la structure des atomes. Les gens pensaient que les atomes étaient des espèces de gel, de fluide, voilà, des trucs comme ça. Et il envoyait des particules alpha. Mais en fait, ce n'est pas lui qui faisait l'expérience. L'expérience était faite par son assistant, un élève, je ne sais pas qui était Geiger, qui est devenu célèbre après pour d'autres choses, et qui, lui, avait... Enfin, l'expérience consistait à envoyer ces particules alpha et Geiger mettait des compteurs derrière, à plusieurs endroits, pour voir. Et le compteur, chaque fois qu'il y avait une particule alpha qui passait par là, faisait clic. Clic, clic, clic. Alors, un jour, Rutherford entre dans le labo et il trouve Geiger qui était très embêté. Il dit, écoutez, monsieur le professeur, ça ne marche pas parce que je vois des clics, j'attends des clics, même lorsque je mets le compteur là, qui était à grand angle. N'est-ce pas? Il envoyait mais je vois des clics ici. Et d'après, dans l'esprit de Geiger, ça c'était impossible. Si on envoie quelque chose de rapide à l'époque, haute énergie de l'époque, sur un gel, tu ne t'attends pas qu'il y ait de diffusion. Il dit certainement ça ne marche pas. Alors, Rutherford, sans dire quoi que ce soit, lui dit « Pourquoi tu n'essayes pas de mettre aussi ton détecteur derrière ?» Et alors, Geiger était convaincu que le grand professeur se moquait de lui, parce que derrière, comment bien. Mais il n'osait pas dire « Ça ne va pas, non ?» Alors, il met le compteur derrière, et clic, de temps à autre, de nouveau, clic, derrière, clic, voilà. Rutherford n'a rien dit, ça c'était un peu vache, parce que lui avait son idée et il avait compris tout. Et il n'a rien dit à Geiger. Il est rentré dans son bureau et il a écrit le modèle de Rutherford qu'on connaît, n'est-ce pas, où il a compris que finalement ce que Geiger voyait, c'était des grains durs à l'intérieur, de que l'atome était essentiellement vide, parce que la plupart des alphas passaient à travers sans rien voir, et que quelque part, il y avait des grains durs. Et les grains durs, c'est comme les balles de billard, qui parfois faisaient même de diffusion vers l'arrière. N'est-ce pas? Tandis que ça. Et il n'a rien dit à Geiger, et il a écrit son papier tout seul. Et bon, on connaît la suite, le modèle de Rutherford. Alors ça, c'était le début de la physique expérimentale, de ce genre de physique expérimentale, où pour voir l'intérieur des atomes d'abord, des noyaux après, des protons, neutrons, des nucléons aujourd'hui, on utilise des sondes qui ne sont pas des photons, forcément. Donc lorsqu'on voit, ce n'est pas qu'on le voit avec les yeux, avec les photons. Donc on utilise des sondes de haute énergie et qu'on regarde la diffusion, et surtout la diffusion à grand angle. Donc c'était le début de la physique expérimentale, de cette physique expérimentale qu'on voit là.
Alors, depuis, évidemment, il y a eu beaucoup de progrès. Quel genre de machine on peut imaginer aujourd'hui? Ben, écoutez, on peut accélérer des choses. Et il n'y a pas 36 façons d'accélérer des particules. Il faut qu'il y ait des particules chargées et qu'on mette un champ électrique quelque part. Et c'est ça qui fait l'accélération. Alors, ça c'était avant la guerre déjà, dans les années 30, il y avait des accélérateurs électrostatiques, n'est-ce pas, où on mettait une différence de potentiel quelque part, et ça, on accélérait des particules comme ça. Alors, on est limité, si on fait ça, par le potentiel par mètre, disons, par centimètre, par mètre, tout ce que vous voulez, combien de volts par mètre vous pouvez créer. D'accord, voilà. Et on va arriver à ça, on va voir qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui. D'accord. Donc, si vous voulez faire donc, un accélérateur, ça, c'est les accélérateurs linéaires. Alors là, votre faisceau fait parcourt une ligne droite et la limitation de l'énergie que vous pouvez atteindre, c'est essentiellement qu'est-ce que vous êtes capable de fabriquer comme combien de volts par mètre vous pouvez faire. Voilà. Une idée qui venait juste après la guerre, c'était le cyclotron, où l'idée est simple, on peut faire passer la même particule plusieurs fois par un potentiel. Alors pour ça, il faut évidemment que la trajectoire soit circulaire. Donc on met un champ magnétique, une particule chargée dans un champ magnétique comme ça, décrit un cercle. Et donc ça c'est les accélérateurs circulaires, les cyclotrons, ça s'appelait au début, n'est-ce pas, donc cyclotrons. Qui sont, un cercle comme ça, il y a un champ magnétique ici, comme ça, et à un endroit, quelque part, vous avez un potentiel. D'accord? Alors, vous avez un potentiel, la particule passe ici. Ce qu'il faut, évidemment, c'est de vous mettre en phase avec ou bien vous avez un potentiel électrostatique, comme c'était au départ, mais ça, vous ne gagnez pas énormément. Et après, c'était le problème avec le cyclotron, qui était au départ le problème limitatif, c'est qu'un faisceau de particules comme ça est intrinsèquement instable. Parce que les particules sont chargées, la même charge, vous avez beaucoup de protons, donc ils ont tendance à s'écarter. Et au bout d'un moment, vous perdez le faisceau. Il tape sur les parois du tunnel que vous avez là, n'est-ce pas, du tube, et vous le perdez. Alors, donc, il faut refocaliser constamment le faisceau. Et la grande découverte des années 50, c'était les synchrotrons. Alors, la découverte, en fait, encore une histoire, venait d'un ingénieur grec qui s'appelait Christophilos, dont son métier essentiel, c'était de l'installation et la maintenance des ascenseurs dans des immeubles à Athènes. Et dans ces moments perdus, il a inventé un système parce que, aujourd'hui, ça a l'air très simple, c'est essentiellement un feedback, un circuit de feedback, n'est-ce pas, où le faisceau lui-même donne l'ordre aux aimants que vous mettez pour la focaliser, parce que le problème, c'est évidemment d'être toujours en phase, de focaliser, de mettre un champ qui ramène le faisceau comme ça, lorsque le faisceau est écarté. Et évidemment, ne pas le faire après, parce que si vous continuez après, le faisceau va faire ça, il va de nouveau. Donc, il faut être toujours en phase. Donc, aujourd'hui, ça semble trivial, c'est d'avoir un circuit de feedback, n'est-ce pas, du faisceau, avec le circuit qui actionne les aimants focalisateurs. Ça, c'est devenu maintenant le truc de base, standard. Mais à l'époque, il faut penser que les
toute l'électronique marchait avec des triodes de lampes. Et les plus anciens ici se souviennent du temps où l'électronique, c'était des lampes, pas des transistors. Il n'y en avait pas de transistors. Donc, ce n'était pas un truc trivial. Alors, bon, l'avantage avec ça, évidemment, c'est que vous n'avez pas besoin de grands champs accélérateurs. Vous pouvez, comme vous faites passer plusieurs milliers de fois votre particule, chaque fois vous lui donnez un petit coup, ça continue. D'accord. Je vais vous montrer quelques photos qui sont très belles, ou vraiment comment on arrive à faire ça aujourd'hui, et c'est vraiment très beau. Alors, où est la limitation aujourd'hui de ça? Bon, essentiellement, la limitation, c'est le champ magnétique que vous pouvez mettre. Plus vous montez en énergie, plus le champ magnétique doit être fort pour garder la même courbure. D'accord? Et bon, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on sait faire comme champ magnétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut accélérer? Toutes les particules chargées. Mais bon, il n'y en a pas tellement si vous regardez bien. C'est soit les protons, soit les électrons qu'on a de façon abondante. On pense pouvoir, et si j'ai le temps, j'en parlerai un peu, il y a des projets pour utiliser, pour des raisons que je vais expliquer dans un instant, d'utiliser des particules instables, mais avec des vies moyennes suffisamment longues, comme des mu, les leptons mu, pour faire des accélérateurs à muons. Mais il n'y a pas de ces deux projets, il n'y a pas de machine qui fonctionne actuellement selon ce principe. Donc aujourd'hui, tous les accélérateurs qui existent, ce soit des électrons, soit des protons. Pardon? Ah oui, mais bon, des ions, je les compte comme des protons, bien sûr. Des ions lourds, des ions, il y a un ensemble de protons. Je les compte comme des protons. Tu as raison, bien sûr. Et on va en parler, bien sûr. Donc, c'est essentiellement ces deux choses. Alors, quelles sont les limitations de chacun? Les électrons, la limitation essentielle, si vous faites un accélérateur circulaire, c'est le rayonnement cyclotron. Ben, ça rayonne, bien sûr. Si ça tourne, ça rayonne. Pour les électrons, comme ils ont une masse très très faible, ce rayonnement est très grand. Et c'est ça qui limite votre... Donc, le LEP, qui était l'accélérateur avant le LAC, qui était un électron, c'est probablement le dernier accélérateur à électrons circulaire. Tous les projets maintenant, à partir de maintenant, ce sera plus circulaire. Si on essaye de monter en énergie, le rayonnement cyclotron augmente comme E puissance 4, quatrième puissance. Donc, si vous voulez, par exemple, découpler, avoir le LEP, c'était 100 GeV. Si vous voulez aller à un TeV, par exemple, en circulaire, ou bien vous faites un rayon qui est 10 fois ce qui n'est pas pratique aussi, ça coûte très cher, ou alors vous perdez 10 puissance 4 en consommation d'énergie, qui est aussi prohibitif. Donc, le LEP, c'était le dernier accélérateur à électrons circulaire. Et probablement, le LAC, mais pour des raisons différentes, sera le dernier accélérateur circulaire tout court. Donc, c'est je dirais, le Seigneur des Anneaux. C'est le dernier. À partir de maintenant, je pense que tous les accélérateurs du futur seront linéaires, justement pour ne pas avoir ce genre de problème. Alors, oui, ce sera aussi, enfin, le projet qui existe, que les gens discutent, c'est aussi linéaire. Oui, enfin, c'est le projet que les gens discutent. Tu sais, c'est pas facile, le muon, le problème, c'est qu'évidemment, c'est pas une vie moyenne qui est longue pour une particule instable, mais c'est pas quand même infini, donc tu peux pas le garder pendant. Pardon? Pourquoi ce serait mieux? Pourquoi c'est mieux? Bon, d'abord, si tu fais circulaire, c'est beaucoup plus lourd, donc tu gagnes sur le rayonnement cyclotron par rapport à l'électron. D'accord? Et ensuite,
pour les... Bon, il y a des... Je vais... Pour l'instant, je vais rester au LHM, parce que sinon, on ne va pas... Non, mais je vais parler un peu d'accélérateur à lepton, et là, je vais vous montrer les avantages de chacun. Donc, la question, donc, on va une fois que vous avez accéléré ces particules, qu'est-ce que vous en faites? De nouveau, vous avez plusieurs solutions. Première solution, c'est cible fixe. Bon, vous accélérez, vous faites ce que vous voulez, vous arrivez à extraire le faisceau ici quelque part, et ça c'est facile, il suffit de couper le champ magnétique. Donc le faisceau continue comme ça. Et ici, quelque part, vous le faites taper sur une cible de la matière, par exemple. D'accord? Et vous choisissez la matière que vous voulez. Ça peut être, si vous voulez faire simple, vous prenez de l'hydrogène parce que vous n'avez qu'un proton. Si vous voulez faire plus compliqué, vous prenez un autre élément plus lourd où il y a des protons, des neutrons, de tout ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est cible fixe. Avantage et inconvénient. Avantage d'abord. Mais vous avez beaucoup de particules sur une cible fixe, sur la matière. Vous avez essentiellement le nombre d'Avogadro. D'accord? Donc il y a beaucoup de particules cibles. D'accord? Voilà. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'à partir de là, vous pouvez faire aussi des faisceaux secondaires. Parce que si vous tapez sur, par exemple, l'hydrogène, vous tapez sur de l'hydrogène, alors vous produisez des tas de particules. Vous arrivez, par exemple, à produire des mesons pi, qui étaient les mesons de Yukawa qu'on avait parlé la dernière fois, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous mettez un système de focalisation et vous focalisez uniquement le pi. Ben ça, c'est relativement facile parce que vous connaissez la masse, vous avez l'énergie, donc vous arrivez à dévier toutes les autres et garder uniquement le pi. D'accord? Donc, vous avez un faisceau de mesons pi. Voilà. Et vous pouvez faire pareil avec des tas d'autres choses. Inconvénient, ben, c'est l'énergie. Parce que si au lieu de faire ça, vous avez des anneaux de collision, donc deuxième chose, c'est collisionnaire. Si vous avez un faisceau avec une impulsion P1 ici, comme ça, et un autre faisceau avec une impulsion, prenons la même impulsion dans le centre de masse comme ça. D'accord? Donc, essayons de faire un petit calcul pour voir qu'est-ce que vous avez besoin pour avoir la même énergie dans le centre de masse. Qu'est-ce que vous avez besoin comme énergie ici pour faire égal à celui-là? D'accord? Bon, il y a un calcul qui est très simple et je vais vous le faire sur le tableau. La quantité qui compte, c'est l'énergie totale dans le centre de masse, parce que c'est elle qui est l'énergie disponible si vous voulez, par exemple, créer de nouvelles particules. N'est-ce pas? C'est l'énergie disponible. Alors, qu'est-ce que c'est dans ce cas ici? Vous avez l'impulsion, je définis quelque chose comme P, appelons P1, P2 ici, même si je prends les deux impulsions, P1 plus P2. Et je prends ça au carré. Pourquoi je prends au carré? Parce que ça, c'est un invariant et je peux le calculer maintenant dans n'importe quel système de référence que je veux. Ce sera toujours la même valeur. Et je vais me spécialiser dans un système plutôt que dans un autre et je verrai la différence. Donc, si je suis dans le centre de masse, P1 plus P2, ça c'est des quadrivecteurs. Donc, P1 plus P2, c'est P1 0 plus P2 0, la composante 0 qui est l'énergie, et P1 plus P2, l'impulsion. Mais dans le centre de masse, ça c'est 0. D'accord? Donc, en fait, P1 plus P2 au carré, c'est le carré, donc ça je vais l'appeler, je ne sais pas moi, S. Ça c'est le carré
de l'énergie dans le centre de masse. Mais calculée sous forme invariant relativiste. D'accord? Donc cette quantité que j'appelle S, qui est un invariant relativiste, dans le centre de masse, c'est le carré de l'énergie. D'accord? Regardons dans le système où cette particule est au repos. Un des deux est au repos. Alors, dans ce cas, vous voyez que j'aurai ici, ça c'est égal à P1 carré plus P2 carré plus 2 fois P1 P2. Si je suis ultra-relativiste, P1 carré et P2 carré, c'est pratiquement nul. Même pour un proton, par exemple, un GeV, c'est trivial par rapport au TeV que je vais avoir là, n'est-ce pas? Donc ça, je peux parfaitement le négliger. 2 fois P1 P2, ça fait 2 fois P1 0, P2 0, moins P1 P2, mais ça c'est 0, parce qu'il y a un qui est au repos. D'accord? Donc celui-là est 0. Donc c'est 2 fois P1 0, P2 0. P1 0, P2 0, c'est la masse, par exemple, du proton. Si vous êtes cible, de nouveau, c'est un GeV, c'est rien du tout. Donc vous voyez que vous avez S qui est ici, qui est le carré de ça, n'est-ce pas, à comparer à 2 fois l'énergie. Donc il faut aller vraiment très très haut en énergie ici pour avoir le même S, la même quantité disponible dans le centre de masse. D'accord? Donc c'est ça l'avantage des collisionnaires. Désavantage des collisionnaires, ben, c'est la densité. Vous perdez le nombre d'Avogadro. Vous ne pouvez pas, votre faisceau ne peut pas avoir la densité de la matière. N'est-ce pas? Vous aurez quelque part. Donc vous perdez en intensité, vous gagnez en énergie. C'est toujours cette espèce de balance à faire d'un côté ou de l'autre. Alors, bon, au bout d'un moment, si on veut monter en énergie, évidemment, c'est la deuxième solution, c'est le collisionnaire qui gagne. Et aujourd'hui, toutes les machines de haute énergie en fonctionnement, il n'y a que deux d'ailleurs, enfin, il y a une qui fonctionne actuellement, le Tevatron à Chicago, et LHC qui va prendre la relève bientôt, sont tous les deux des collisionnaires. Donc c'est ça. Bon, alors maintenant parlons, ce cours aurait pu aussi s'appeler la course au facteur 10. Parce que chaque fois qu'on fait une étape importante dans la technique, on vise toujours un facteur 10. On ne va pas faire tout ça pour un facteur 2 ou vraiment on vise un facteur 10. Mais comme vous allez voir, ce n'est pas un facteur 10. C'est beaucoup de facteurs 10 qu'il faut gagner simultanément, à plusieurs endroits. Et d'ailleurs, je me souviens que lorsqu'on avait le projet LHC était lancé dans les années 80, j'étais au CERN lorsque on discutait, on disait, mais c'est pas possible, on peut gagner un facteur 10 là, on peut gagner un facteur 10 là, mais il y en avait au moins une dizaine d'endroits où il fallait à chaque endroit gagner un facteur 10. Et s'il y avait un endroit où ça foirait, on ne pourrait pas faire l'expérience. Et le fait que ces gens-là ont gagné leur pari, sont en train de gagner le pari, c'est cette histoire que je vais vous raconter. C'est vraiment une histoire extraordinaire. On a gagné, et on a gagné où? On a gagné un facteur 10 dans la machine. Et là, le facteur en question, c'est énergie. Énergie, ça veut dire champ magnétique essentiellement, comme on a dit. Et je vais vous montrer comment on a gagné là. Et luminosité, il y a une deuxième quantité qui ne... Bon, énergie, c'est facile à comprendre. Quand on veut plus d'énergie, ça c'est évident. La luminosité, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de particules par centimètre carré par seconde. C'est ça. Et il est évident qu'on a besoin de gagner là aussi. Pourquoi? Parce qu'on cherche des événements très rares. Eh bien, si on n'a pas assez de luminosité, on ne le verra jamais. N'est-ce pas?
si c'est rare, c'est la différence entre faire l'expérience, enfin, ou ne pas la faire. Si vous avez si avec une configuration donnée, vous avez un événement par jour, bon, à la limite, vous dites, oh oui, si j'attends pour avoir, disons, 1000 événements, j'attends 3 ans, à la limite, c'est possible. Mais si vous avez un dixième d'événements par jour, si vous perdez un facteur 10 en luminosité, mais si les 3 ans deviennent 30 ans, vous ne faites pas l'expérience. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, énergie et luminosité pour la machine. Efficacité pour le détecteur. On va dire qu'est-ce que c'est. De nouveau un facteur 10. Mais quelque chose que les gens oublient, calcul théorique. On va voir qu'on a besoin aussi de gagner un facteur 10, là aussi. Et si on ne le gagne pas, de nouveau, l'expérience ne nous dira rien. Donc, on a besoin d'un facteur 10 partout. C'est ça qui est le plus spectaculaire. Alors, commençons par la machine. Alors, la première chose, c'était le champ magnétique. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ici pour vous montrer? Et, bon, voilà, ça c'est le complexe du CERN. Vous voyez que c'est un grand ensemble, on parle toujours du LHC qui est ça, n'est-ce pas? C'est cette grande tunnel ici qui fait 27 km de circonférence. Mais en fait, on oublie que pour arriver là, il y a tout un ensemble d'accélérateurs qui viennent avec, qui commence par un accélérateur linéaire, qui est ici, le LINAC, celui-là, n'est-ce pas? Donc, il y a un accélérateur linéaire qui agit comme... D'abord, il faut produire le proton. Et le proton, vous le produisez en ionisant de la matière, de l'hydrogène, par exemple. Donc, vous produisez un faisceau de protons, mais qui est à très basse énergie. Donc, vous commencez par un accélérateur linéaire qui injecte ce faisceau dans un premier accélérateur circulaire, qui accélère jusqu'à un moment, et après, il l'injecte dans un deuxième, troisième, etc. Donc, ça, c'est tout le système. PS, c'était l'ancien pour les anciens. PS, c'était le premier protocyclotron du CERN, qui est ici. SPS, c'est celui que nous avons connu, tous, n'est-ce pas? Et tout ça sont des injecteurs dans l'anneau du LHC. L'énergie d'injection, je vais vous montrer, dans l'anneau du LHC, c'est presque un demi-TeV, 400 et quelques GeV, n'est-ce pas? Un demi-TeV, c'est la moitié de l'énergie du plus grand accélérateur qui existe actuellement dans le monde, qui est le Tevatron. C'est un TeV. Donc, pratiquement l'énergie du plus grand accélérateur qui existe dans le monde aujourd'hui, c'est l'énergie d'injection dans le LHC. Et c'est là le facteur 10 que je disais à chaque fois, n'est-ce pas? Donc il faut pratiquement, ici on a l'énergie du Tevatron, un facteur de près. Et on injecte ça dans le LHC. D'accord? Pour arriver au 7 TeV. D'accord? Et vous comprenez bien que le facteur 10, ce n'est pas de faire 10 fois plus grand. C'est d'être 10 fois plus astucieux. Chaque fois. Et c'est ça la chose importante. On ne fait pas 10 fois plus grand. Alors, donc ça c'est d'ailleurs une remarque pour ceux qui avaient connu. Le point faible actuellement de tous les dispositifs, c'est justement ça. Parce que ça, c'est de très vieilles machines qui datent des années 50 et qui n'ont pas été correctement entretenues pendant toutes ces années parce que tout le monde était occupé à faire le LHC. Et en fait, les gens sont très préoccupés de la fiabilité de ces systèmes. Et il y a le premier projet de upgrading, comme on dit, de faire vraiment d'améliorer tout le système, c'est de refaire beaucoup de ces installations ici. Toutes ces installations fonctionnent très loin des conditions pour lesquelles elles étaient faites au départ, n'est-ce pas?
Donc c'est toujours un système extrêmement instable, et c'est par des acrobaties techniques que les gens arrivent encore à le faire fonctionner. Et c'est la première chose que les gens vont faire dès que le LHC démarre correctement, c'est de refaire tous les systèmes d'injection. Il y a un grand projet qui est de refaire le système d'injection qui est tout autour ici. D'accord. Bon, alors donc ça c'est pour vous montrer à peu près tout le système. Alors, ici vous avez une jolie photo. Ça c'est le lac de Genève pour ceux qui connaissent un peu la région. Il est clair que si vous... Ça, c'est une vue aérienne, mais il est clair que si vous êtes en avion, vous ne voyez pas ce tunnel-là. Cette ligne, ce cercle ici, c'est à 100 mètres sous terre, le tunnel du LHC. Et ici, vous voyez les quatre points où il y a les détecteurs, les expériences. Ça, c'est le plus gros qui est Atlas. Ça, c'est CMS. Ces deux, je vais le décrire un peu, sont les détecteurs que j'appelle universels, qui essayent de voir tout, n'est-ce pas, toute la nouvelle physique. Et ces deux sont spécialisés. Ça, c'est justement le détecteur pour lequel tu disais tout à l'heure, c'est pour les ions lourds. C'est une expérience spéciale lorsque dans le tunnel du LHC, on va faire circuler des ions lourds, pas de protons, mais des ions jusqu'au plomb, par exemple. Donc, ce sera une de collision entre ions lourds. Et ça, c'est une expérience dédiée, c'est un détecteur un peu spécial pour faire la physique d'un quark très particulier. Le quark, c'est ce qu'on appelle le quark B. C'est pour ça qu'on appelle LHC-B. C'est le quark B. C'est une physique un peu spéciale, donc je ne veux pas parler beaucoup de celui-là. D'accord. Je vais surtout parler de ces deux. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai encore ici? Ça vous donne tous les tunnels. Alors, comment est-ce que c'est fait? Vous voyez qu'il y a deux faisceaux de protons qui passent. Donc, LHC, Tevatron, c'est proton sur antiproton. LHC sera proton sur proton, deux protons. Donc, il y a deux faisceaux de protons, P plus P, qui vont donner toutes sortes de choses, on va voir. La multiplicité moyenne, dans ces collisions-là, il y aura une centaine ou 200 particules à l'état final par collision. D'accord? Donc, il y aura des particules partout, un peu dans tous les sens. Alors, donc ça, donc vous avez deux tunnels qui ici, c'est exagéré la distance, sont à peu près à cette distance-là, l'un de l'autre. N'est-ce pas? Pas deux tunnels, je veux dire deux tubes, n'est-ce pas, dans lesquels il y a protons comme ça et protons comme ça qui passent. Donc ça veut dire que vous devez avoir des champs magnétiques qui changent de direction. Sinon, évidemment, vous aurez l'un qui passe par là et l'autre qui passe de l'autre côté. Donc, et on va voir comment ça se produit. Et il y a ici et là, c'est les deux grandes expériences que je dis. Les deux autres sont ici. Et les autres puits, il y a un puits ici, là et là, sont pour le service de l'accélérateur. En particulier, ça, c'est le plus important, parce que là, il y a la partie accélérateur. Les protons sont accélérés ici, chaque fois qu'ils passent ici. Le champ électrique se trouve uniquement là. D'accord? Donc, c'est chaque fois qu'ils passent là. Mais, de nouveau, vous voyez qu'il faut que les protons qui passent comme ça sont accélérés par là et les autres qui passent comme ça soient accélérés par là. Donc, il faut que les deux soient... Donc, ça, c'est des cavités RF de radiofréquence qui doivent être... Le faisceau, c'est un paquet. Vous avez des paquets qui se suivent. On va voir comment. Alors, donc, évidemment, il faut que la radiofréquence soit ajustée et accélère le paquet lorsqu'ils arrivent, et pas évidemment. Et l'autre, pareil. D'accord. Donc, on va voir comment c'est. Il y a de jolies photos qui sont comme ça. Les deux autres, ça, c'est le beam dump. À un moment,
La qualité du faisceau, si vous restez suffisamment longtemps, se détériore. Parce qu'il y a toujours, même si vous êtes dans un tube à vide, il y a toujours du gaz qui reste. Donc vous avez des collisions avec le gaz, etc. Donc au bout de quelques heures, la qualité du faisceau se détériore. Et dans ce cas, ce que vous faites, c'est que vous avez ce qu'on appelle le big dump. Vous détruisez le faisceau quelque part, et c'est dans cet endroit ici, et vous recommencez. Vous prenez un nouveau faisceau, vous entrez, etc. D'accord? C'est ça. Et les deux ici sont pour le service de la machine. Les deux qui sont ici. D'accord? Bon, alors, quelques paramètres. Bon, l'énergie en collision sera 7 TeV dans l'énergie maximum, lorsqu'on va arriver à cette énergie. Ce ne sera pas tout de suite. D'accord, c'est 7 TeV. En injection, c'est 450 GeV. C'est ça que je disais, c'est à peu près la moitié de l'énergie du Tevatron, le plus grand accélérateur d'aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est 450 TeV. Le champ magnétique sur les dipôles, énormes dipôles qui sont ici, qui sont produits le champ comme ça et comme ça pour le c'est de 8,33 Tesla à sa valeur maximale, lorsque vous arrivez à cette TeV. Et pour ça, la circonférence, c'est ça, 27 km en gros. L'énergie que vous allez dans les aimants, c'est 9,4 gigajoules. Si vous voyez qu'est-ce que c'est. Alors, la luminosité, c'est le nombre de particules que je disais. C'est 10 puissance, ça c'est le projet, 10 puissance 34 particules par centimètre carré et par seconde. D'accord. Et c'est la première fois qu'il y aura un accélérateur avec cette luminosité. Et il y aura 2800 paquets de protons par faisceau, n'est-ce pas, 2800. Et il y a 10 puissance 11 protons par banche, par paquet. Donc, vous voyez le nombre total. Donc, si vous prenez le courant électrique qui circule, c'est presque 0,56 ampères. Ça, c'est présenté souvent sous forme d'anecdote, parce que, en fait, c'est un peu misleading. L'énergie par faisceau, c'est 360 mégajoules à cette énergie-là. Et si vous voulez savoir combien ça fait, c'est à peu près l'énergie cinétique d'une rampe de TGV qui roule à 360 à l'heure, à peu près. D'accord? Donc, c'est un peu misleading parce que lorsqu'on pense à ça, on dit « Ah ben, si jamais il tape quelque chose, ça va faire quoi ?» Bon, pas grand-chose, parce que ce qui est important dans un accident, c'est l'impulsion, c'est la quantité de mouvement et pas l'énergie. Et la quantité de mouvement, bien sûr, est très faible. Parce que l'énergie est grande parce que ça va avec la vitesse, le carré de la vitesse, et la vitesse, évidemment, est très, très grande. Donc, c'est un peu... Enfin, ça fait une bonne impression de le dire, mais c'est pas... Bien. Alors, bon, ça, c'est assez... Ça, c'est la taille du faisceau, et vous voyez que c'est bon, c'est de quelques microns, quoi, en gros. Et ça dépend si vous l'avez, à quel moment vous le mesurez, parce que pour augmenter cette luminosité, pour arriver à cette luminosité énorme, les gens font ce qu'on appelle un squeeze du faisceau. Ça veut dire, vous commencez, le faisceau est plus grand, normalement, n'est-ce pas? Et juste avant la collision, vous le focalisez pour le rendre très, très petit. Et à ce moment-là, vous augmentez énormément de densité, le nombre de particules, bien sûr, et c'est comme ça que vous augmentez la luminosité. Mais évidemment, ça doit se faire de façon très précise, parce qu'il ne faut pas, évidemment, que les deux faisceaux se loupent un tout petit peu. S'ils sont très petits, ils peuvent se louper. Donc ça, c'est la chose. Bon, tout le reste, c'est beaucoup moins. La distance entre les faisceaux, c'est 194 mm, ce que je vous disais, c'est
voilà 2 cm à peu près. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on a... ça, c'est une photo d'un des aimants, le dipôle. Le point essentiel de cette machine, c'est les aimants qui produisent ces champs magnétiques, bien sûr. Ça, c'est la chose importante, n'est-ce pas? Ils sont des gros dipôles qui font à peu près 15 mètres de long. Et là, vous voyez, ce sont d'une géométrie assez compliquée parce que, vous voyez ici, vous avez les deux points de faisceau, n'est-ce pas? Vous avez un faisceau qui passe par là, un faisceau. Ici, vous le voyez, ça, c'est les deux faisceaux qui entrent, n'est-ce pas? De proton-proton, en sens inverse. D'accord? Donc, vous devez avoir cet énorme champ magnétique qui fait 8,33 Tesla, qui change de direction entre ce point et ce point. N'est-ce pas? Parce que c'est des protons, mais qui circulent en sens inverse. Pour être courbés dans le même rang, l'un doit avoir un champ magnétique comme ça et l'autre comme ça. D'accord? Donc voilà, ça c'est cette disposition ici avec l'armature d'éléments qui fait comme ça et qui justement vous permet de changer la direction du champ magnétique. Alors, ça ici c'est le courant qui passe. Donc vous avez les courants qui produisent, vous avez des bobines ici qui produisent 8,33 Tesla. Tout ça, c'est supraconducteur à une température qui est 1,7 Kelvin ou quelque chose comme ça, avec de l'hélium liquide. LHC, c'est la machine de superlatif. Par exemple, pour vous donner l'idée, l'hélium qui est utilisé là, c'est à peu près la production mondiale de 2 ans d'hélium. Donc, du coup, on ne peut pas le laisser partir. Il faut le stocker, etc. On ne peut pas dire, ah bon, mais on le laisse, on recommence. Ce n'est pas possible. Alors, une autre chose, regardez un peu, bon, je vais revenir là-dessus. Évidemment, vous avez en tout, je vais vous dire combien de est-ce que je l'ai ici quelque part? Bon, ça c'est une vue de tout le tunnel ici. Ça c'est les aimants dipolaires que je dis ici. Alors, voilà. Ça c'est la connexion entre deux aimants. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous avez certainement entendu parler d'un incident qui s'est produit il y a un an et se produit justement dans une de ces connexions. Ici, je vais vous expliquer où. Alors, en général, vous avez 1000 et quelques, je ne sais pas combien, dipôles et 400 quadripôles. Vous avez les dipôles qui produisent le champ magnétique, mais comme je dis, le faisceau a tendance à s'écarter par répulsion entre les protons. Donc il faut de temps à autre le refocaliser, et ça vous le faites avec des aimants quadripolaires. Donc de temps à autre, vous avez des quadripoles, n'est-ce pas? Et qui sont intercalés entre les dipôles. Et il faut évidemment avoir des connexions entre dipôle-dipôle et dipôle-quadripôle. Et les connexions sont des connexions électriques, pour que le courant passe, connexion de vide, n'est-ce pas? Il faut parce que c'est le vide qui est là, donc il faut souder les tuyaux sous vide. Connexion et surtout, ce qui était le plus important, les connexions du câble supraconducteur, où le courant passe, qui est supraconducteur, et il faut évidemment que les connexions restent supraconducteurs. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir de temps à autre quelque part où il y a la température. Alors, tout ça, justement, c'est le photo de toutes sortes de connexions, et ils vous disent combien vous avez 50 000 soudures pour la cryogénie, 10 000 pour les câbles, etc., etc. Donc, en tout, vous avez quelque chose comme 200 et quelques mille soudures en tout dans le tunnel du LHC. Alors,
Est-ce que j'ai quelque part là? Qu'est-ce que j'ai après? Attendez. Bon, ça c'était... Bon, restons ici un peu avant. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à voir pourquoi LHC a réussi à faire des champs magnétiques plus élevés que les autres? Je dis, c'est pas parce que c'est pas 10 fois plus grand que le Tevatron. C'est tout simplement, bon, ils ont des aimants qui sont plus performants. Quel est le... Qu'est-ce que... Yes, sir. Ça, c'est une limitation industrielle. C'est industriel. Pardon? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas avoir un seul câble qui est très très long et tout le long Comment est-ce que tu vas le faire? Pourquoi est-ce que... Mais tu ne vas pas produire un câble de 27 km, je ne comprends pas. Un câble supraconducteur? Ben, pourquoi est-ce que tu ne peux pas réduire le temps de Imagine, le câble est dans le mât. Le mât, ça fait 15 mètres. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux... Mais, non, mais tu ne peux pas. Le câble est dans le mât, je répète. Et après, celui qui va sortir, le mât, c'est 15 mètres. Si tu as encore 15 mètres, ils seront dans quel aimant? Les aimants sont l'un à côté de l'autre. Tu ne peux pas continuer dans l'aimant à côté. Non, parce que tu dois le faire, si tu le fais d'une vraie, il faut que tu fasses le deux aimants simultanément. Ou trois. Comment est-ce que tu vas le... Topologie, pense à la topologie. L'aimant vient dans un morceau. Tu ne vas pas le... Mais comment est-ce que tu... Chaque aimant a son câble qui est là. Hein. Sauf si tu construis l'aimant autour du câble, c'est que ce n'est pas le cas, parce que l'aimant est construit en usine, évidemment. D'ailleurs, ce n'est pas la même compagnie qui construit les aimants, le ferraille. Les câbles, ce sont d'autres compagnies qui font ça. Hein. Ce n'est pas la même technologie. Bon, alors, je reviens pour le point essentiel, il paraît, qui limite pourquoi on fait 8,33 et pourquoi on ne fait pas 20 Tesla ou 30, ou je ne sais pas quoi. Eh bien, ce qui limite le champ magnétique, c'est essentiellement le champ qu'on peut tolérer à la surface d'un supraconducteur. Et si bon, c'est un peu, vous savez, la physique de ces très grosses constructions supraconductrices, c'est un peu entre la science et l'art. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on comprend mal, et c'est par trial and error, en essayant plusieurs choses, qu'on améliore et ils ont trouvé, par exemple, pour les aimants du LHC, la surface est traitée de niobium et titanium. C'est un mélange de niobium et titanium qui était le state of the art, pour ainsi dire, il y a 10 ans, lorsqu'ils ont commencé à fabriquer ça. Maintenant, les gens ont trouvé que s'ils changent le titanium par du tan, comment ça s'appelle, SN. SN, c'est lequel? Pardon? Pardon? Éthane. Oui, s'ils changent, ils mettent de l'éthane plutôt que de titanium, ils peuvent monter plus. Donc ça, ce sera le projet d'upgrading, pour ainsi dire. Vous voyez, lorsqu'on veut faire plus grand, ce n'est pas plus grand, c'est plus astucieux. On cherche à être plus performant, pas de faire au lieu de 27 km, de faire 50 km ou 100 km ou 150 km. Ce n'est pas ça la démarche. C'est d'essayer de trouver des solutions plus astucieuses. Donc, je reviens ici. Donc, ça, c'est il y a un an, on a commencé à faire circuler le faisceau dans le LHC. Bon, écoutez, je vais très vite parce que j'ai perdu du temps. Ça, c'est le deux faisceaux. Vous voyez bien, il y a le faisceau rouge, pour ainsi dire, qui va comme ça, et le faisceau bleu qui va comme ça. De temps à autre, il y a le croisement, là où il y aura les expériences. L'angle de croisement, donc en fait, ce n'est pas tout à fait
head-on, comme on dit, n'est-ce pas? C'est l'angle, c'est 285 microradians, si mes souvenirs sont bons. L'angle de collision. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près à une centaine de mètres en amont et en aval, il y a des dipôles, des petits dipôles, qui remettent les deux faisceaux comme ça, n'est-ce pas? L'un comme ça et l'autre de l'autre côté, il faut que ça soit synchronisé et qui arrive comme ça. Ça a bien marché l'année dernière, le mois de septembre. Ça, c'est une... Voilà. Alors, ça, imaginez, chacune de ces lignes ici, c'est un des paquets du faisceau, n'est-ce pas? Et doivent être prises par la cavité sur RF pour être accélérée. Et évidemment, il faut que la phase soit bien synchronisée. Si vous les perdez, ou bien vous n'accélérez pas, ou vous perdez le faisceau, s'ils ne sont pas bien en phase. Et vous voyez comment ils commencent. Au début, ce n'est pas tout à fait. Après, c'est un peu mieux, mais de nouveau, vous perdez le faisceau quelque part. Et c'est vers la fin. Voilà, ça c'est joli. Tous les paquets sont bien accélérés, sont bien en phase, sont bien accélérés. D'accord? Alors, continuons un peu. Alors maintenant, j'arrive à cet incident du 19 septembre l'année dernière qui a provoqué l'arrêt Alors, c'était un incident d'usine de soudure. Une de soudure du câble supraconducteur a développé, c'était mal fait, et a développé une résistance de 100 nanohms. Mais 100 nanohms, c'est beaucoup si vous faites passer 11 000 ampères. Hein. Donc ça chauffe à cet endroit-là. Et si ça chauffe, ça provoque c'est le quench du supra, bien sûr. Alors il y a eu un arc électrique qui s'est produit. Alors bon, ici vous dites tous les... il y a des secteurs dans les secteurs. La machine est divisée en 8 secteurs, et ça, c'est essentiellement pour la cryogénie. Parce que justement, vous ne pouvez pas faire circuler l'hélium partout, vous le faites circuler par secteur. N'est-ce pas? Pour limiter justement la circulation de l'hélium comme ça. Donc, c'était le secteur 3-4, en 3 et 4, qui, lorsqu'il a passé le 4 TeV et monté à 5 TeV, il y a eu cet incident. Je ne vais pas vous lire tout ça parce que le temps passe, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est ce que je vous dis. Une des soudures était défectueuse, je vous montre, si vous voulez, comment. Ça, c'est la photo de soudure après l'incident. Tout a fondu. Et il y a eu un arc électrique après le réservoir, là où passait l'hélium. Donc il y a eu du coup de l'hélium en expansion dans le tunnel. Et ce qui semblait incroyable, chacun de ces aimants pèse, je ne sais pas moi, 200 tonnes ou 300 tonnes, j'ai oublié combien. Eh bien, il y avait des photos où les aimants étaient tordus comme ça, par la pression provoquée dans le tunnel, par l'expansion du... c'est comme une marmite à vapeur, hein, si ça explose, c'est vite fait. Alors, ici, c'est ce qu'ils appellent US Inspection. C'était une machine qui n'avait pas à l'époque, qui a été construite depuis, qui permet d'inspecter la qualité de soudure. Alors, vous voyez bien, ça, c'est une soudure qui est bien. Vous voyez ici le matériel de soudure. Vous savez, lorsqu'on fait une soudure, on met quelque chose pour faire la soudure, justement. Alors, ça, c'est le matériel qui était ici, je pense, c'était argent éteint. C'est à peu près le truc standard qu'on utilise. Et ici, vous voyez, il n'y a rien pratiquement. C'est vide. Alors ça, c'est une soudure défectueuse. Et il y en a encore beaucoup comme ça. Donc, ce n'est pas totalement réparé. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, la machine va démarrer à 3,5 TeV, pas à 7 TeV. Et à 3,5 TeV, n'oubliez pas, c'est 3,5 fois plus que le Tevatron
aujourd'hui. Hein. Donc c'est quand même une nouvelle frontière d'énergie. Et ils vont plutôt pousser vers l'augmentation de la luminosité plutôt que de monter en énergie. Et pour monter en énergie, il faut être sûr que toutes ces soudures soient bien refaites correctement. Et après, pourquoi il y a sont défectueuses? Ça dépend avec qui vous parlez. Il y en a qui vous disent qu'elles étaient défectueuses parce que les gens ont mal fait leur travail. Et il y en a d'autres qui disent que c'est plus subtil, qu'il y avait au départ du matériel ici et qui est parti. Parce que c'était trop fluide. Et lorsqu'ils ont mis la pression, le matériel est parti. Donc c'est plus subtil que ça. Bon, alors, je passe maintenant, donc j'ai terminé avec la machine. Donc le schedule maintenant, c'est que le programme, c'est que la machine démarre le mois de novembre, va fonctionner pendant une dizaine de mois probablement, en améliorant les performances de luminosité à 3,5 TeV, et après, on verra. Ou bien on arrête pour refaire tout, ça prendra quelques mois pour le faire, parce que pour arrêter, vous voyez, il faut réchauffer la machine. La machine est à 1,7 degrés Kelvin, on ne peut pas travailler. Voilà. Il faut réchauffer et après refroidir. Mais on ne peut pas réchauffer toute la machine parce qu'on n'a pas de possibilité de stocker l'hélium sur place ensemble. Donc il faut le faire morceau par morceau. Réchauffer un morceau et stocker l'hélium, réparer ce morceau-là, après refroidir ce morceau, réchauffer l'autre, etc. Donc ça prend quelques mois pour faire ce travail. Et dans ce cas, on ira. Mais ce qui est important, c'est que le problème est totalement localisé et connu. Et c'est ça qui est la chose importante. Donc ça prendra le temps qu'il faut, mais on sait maintenant que la machine fonctionne. Et c'est ça qui est le plus important. Alors ça, maintenant, je passe maintenant à d'autres, au détecteur. Alors, ça, c'est un schéma. Chacun de ces deux détecteurs, évidemment, a des solutions techniques différentes. Mais c'est un schéma général. La collision se passe ici. Imaginez, ça c'est, n'est-ce pas, c'est les deux faisceaux qui arrivent là, et qu'il y a une collision ici. Et vous voyez donc ici dans le sens du rayon. N'est-ce pas? Donc le détecteur en question, c'est tout autour. D'accord? Donc il y a tout un énorme baril qui entoure le point de collision. Alors vous avez ici la collision. Alors vous ne pouvez pas aller très près du point de collision parce que c'est la chambre à vide. Là, vous ne pouvez pas y entrer. D'accord? C'est parce que c'est là où le faisceau qui passe. Donc vous mettez, mais par contre, vous avez besoin de savoir d'où démarrent les événements. Parce qu'après, il y aura des tas de traces partout ici, mais il faut savoir par où ils démarrent. En particulier, vous avez besoin de mesurer très précisément la trace de particules qui sont très, très instables. Une particule qui est très, très instable va se désintégrer très vite et donc va se désintégrer probablement ici. Donc, après avoir parcouru un tout petit... donc, vous devrez être capable de voir... Alors, si la particule en question, par exemple, était au départ était chargée, vous allez voir une tranche qui commence comme ça et qui fait comme ça. Et après, il y aura quelque chose de net qui passe ici que vous ne voyez pas. Donc, il faut voir soit ça qui s'appelle un kick, soit, si c'était une particule nette que vous ne voyez pas, vous allez voir un V qui se désintègre à deux particules chargées. Vous allez voir la trace de V. Donc, vous devez être capable de distinguer cette distance-là à quelques microns près. Donc, ça, c'est la fonction de cette partie du détecteur, qui est s'appelle le détecteur de vertex, qui détermine le vertex. Et selon les expériences, il y a plusieurs. Il y a un premier morceau qui est en pixels. Donc vous avez pixel par pixel. Vous lisez donc l'information pixel par pixel. Vous ne pouvez pas faire ça partout parce que l'information sera... Le problème probablement, il y avait deux problèmes, qui est le facteur 10 que je disais toujours qu'il fallait résoudre ici. Premier, c'est la résistance de l'électronique
à un niveau de radiation jamais atteint jusqu'à maintenant. Donc il faut trouver de l'électronique extrêmement résistante aux radiations. Ça, c'était le premier facteur 10. Et le deuxième, c'est la vitesse avec laquelle vous pouvez enregistrer les collisions. Il y aura à peu près 800 millions de collisions par seconde au LHC et par endroit de ma scène. Pas question de... Si vous avez l'intention de tout enregistrer, bon, les gens calculent toujours pour montrer le gigantisme, et si vous le mettez sur par exemple, de disques DVD, dans un an, vous aurez une pile de disques qui ferait la distance à peu près Terre-Lune. Si vous avez l'intention de faire ça. Évidemment, vous ne faites pas ça. Donc, il faut une électronique extrêmement rapide qui choisit les événements que vous allez enregistrer. Quels sont les critères? On le verra la semaine prochaine, parce que ça, c'est la physique, à ce moment-là, qui vous le dit. Lesquels sont les événements intéressants et lesquels ne le sont pas. Mais il faut que cette électronique, cette décision soit prise très, très vite. Et donc, vous avez donc d'abord les pixels qui sont très précises, et après vous avez d'autres, il y a des trucs qui s'appellent des pailles, parce que c'est comme des pailles, c'est des morceaux de détecteurs comme ça, qui sont des détecteurs à radiation. Ça veut dire chaque fois qu'une particule chargée passe entre deux milieux comme ça, émet un petit photon, donc vous collectez ces photons, et vous lisez vite l'information, etc. Donc ça, c'est la partie détecteur de vertex. Après, vous avez quelque chose qui s'appelle le calorimètre électromagnétique. Bon, le calorimètre, c'est un appareil qui mesure essentiellement l'énergie totale qui est déposée. Donc, vous vous arrangez à ce que, ça c'est essentiellement électrons et photons. Vous vous arrangez à ce que tout soit arrêté là. Donc, vous mettez le matériel qu'il faut pour que tout soit arrêté là et que vous mesurez, n'est-ce pas, par exemple ici, toute la lumière qui est produite ça c'est un photon, ça c'est un électron. Vous avez un champ magnétique pour courber les particules, la trajectoire des particules. Donc voilà, vous mesurez l'énergie totale déposée ici. Après, et ça c'est la partie qui crée le champ magnétique en question que je parle ici, n'est-ce pas? Après, vous avez ce qu'on appelle un calorimètre hadronique, qui est censé arrêter pareil, mais les hadrons sont là, les mésonpies, les protons, tout ce que vous voulez. Il faut que ce soit arrêté et l'énergie déposée est mesurée. Et ça doit être très segmenté. Vous devez savoir exactement à quel endroit. Et là, il y a des astuces extrêmement... il y a par exemple, ça c'était fait par c'est Fournier qui a construit, ça s'appelle l'accordéon de Fournier, parce que c'est comme un accordéon, ça fait comme ça. Donc c'est vraiment des choses très très astucieuses. Si vous êtes intéressé, il faut demander à Fournier. Alors, ça c'est des solénoïdes supra pour créer justement un autre champ magnétique, parce qu'après vient tout ce qui n'est pas arrêté ici et là, c'est le muon. Et vous avez une énorme partie ici qui sont des chambres à muons qui déterminent tous les muons. Arrête et mesure l'énergie et l'impulsion de chaque muon. Donc ça, c'est disons le schéma général, mais chacun évidemment a un... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai perdu là. Ah bon, non, il y avait quelque chose, mais ce n'est pas grave. Alors, ça c'est Atlas, c'est un de ces grands. Alors Atlas, la particularité d'Atlas, c'est que le champ magnétique en question, c'est un toroïde à l'air. Il n'y a pas c'est pas de la ferraille. Normalement, le champ magnétique, c'est à air. Alors ça, c'est les bobines supraconductrices qui créent cette espèce de champ toroïdal, n'est-ce pas, qui est ici. Et vous avez donc, voilà, les bobines comme ça. C'est très impressionnant lorsque vous le voyez. Donc ça vous donne l'idée du baril qui est autour. Mais comme vous avez besoin
les caractéristiques importantes qu'on va voir pourquoi la semaine prochaine, c'est d'avoir un détecteur qui est précis. Il faut savoir exactement à quel endroit l'interaction est faite. Donc, d'avoir donc des segments bien définis. Et deuxième, herméticité. Il ne faut pas perdre de particules qui ne passent pas par le détecteur. Donc, en particulier, donc, il faut fermer le détecteur c'est le end caps qu'on appelle, n'est-ce pas? Parce que sinon, vous risquez de perdre des particules qui sont passées là, et à ce moment-là, vous ne pouvez plus reconstruire l'événement s'il y a des choses qui manquent. Alors, donc, dans les deux bouts, vous refaites la même histoire, calorimètre, calorimétrie et chambre à ions. Si vous regardez la précision, la chambre à ions, c'est souvent des chambres à fil, par exemple, ou des choses comme ça, n'est-ce pas? Si vous regardez la précision avec laquelle vous devez connaître, et ça c'est un petit calcul que vous pouvez faire, n'est-ce pas? Vous voulez quelle précision sur la détermination de l'impulsion, donc vous devez savoir où taper, c'est quelques microns. Donc cette espèce d'énorme construction qui pèse des milliers de tonnes, chaque point doit être connu à quelques microns près. Alors, ça c'est la même chose, mais bon, je suis tombé avec CMS. CMS a une géométrie différente, mais enfin, le principe est le même, mais les choix techniques sont différents. Bon, maintenant, je pense que je vais m'arrêter ici parce que le temps passe. Je vais reprendre la semaine prochaine. Alors, donc ici, ça vous donne, pour vous donner une idée, ça vous donne justement le potentiel de découverte, disons. Si je vous donne l'énergie, si je vous donne la luminosité, et si vous avez une idée, par exemple, sur la masse du Higgs et tout ça, combien de temps il vous faut pour le découvrir? D'accord? Ben, on va parler de ça la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, c'était la technique. J'espère que je vous ai impressionné. Je suis extrêmement impressionné par ces constructions. Je vous dis, je ne pensais pas qu'ils arrivaient à gagner ces facteurs 10 à chaque endroit. Résistance des matériaux en radiation, vitesse d'enregistrement, vitesse de décision, le data, ce qu'on appelle le déclenchement, n'est-ce pas? Quels sont les événements qu'on va enregistrer? Alors ça, ils ont gagné un facteur 10 à n'importe quel front par rapport à tout ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Je n'ai pas eu le temps de parler des calculs. Si vous voulez interpréter les résultats, on s'était déjà aperçu que les calculs qu'on faisait à l'époque, qui étaient les calculs qu'on enseigne en 2A, les graphes de Feynman et tout ça, totalement impossible. Il fallait justement, on saturerait tous les ordinateurs possibles et imaginables. Il fallait trouver des méthodes de calcul beaucoup plus puissantes. Et c'est des méthodes que, bon, si j'ai le temps, j'en parlerai peut-être, qui sont un peu inspirées des techniques de théorie des cordes, pour des raisons un peu bizarres, parce qu'en théorie des champs, on calcule tout. Mais tout n'est pas vraiment utile, parce qu'on calcule des choses qui ne sont pas des choses physiques, forcément. Par exemple, lorsqu'on calcule la production de gluons, qui sont les bruits de fond importants ici, mais les gluons en physique n'ont que 2 degrés de polarisation. Mais le formalisme de Feynman nous permet de calculer même le degré de polarisation non physique, même si on n'en a pas besoin vraiment. Donc, en théorie des cordes, comme les gens ne savent pas faire le calcul de théorie des champs, il n'y a pas de théorie des champs de cordes, la théorie des cordes permet de calculer uniquement, directement les choses physiques. Donc, bon, il y avait des gens qui se sont inspirés de ça pour développer des techniques qui, bon, si j'ai le temps, je peux vous parler la semaine prochaine. Et je vous dis, il fallait gagner un facteur 10. C'est pas compliqué, sinon on ne pouvait pas faire le calcul. Et si on ne fait pas le calcul,
pour un événement intéressant du LHC, il y aura à peu près 10 puissance 11 événements sans intérêt, qui sont de QCD ordinaire, enfin de la chromodynamique quantique ordinaire. Si on n'arrive pas à les calculer correctement, ben on sera perdu dans un bruit de fond énorme qui ne sera pas interprété. Donc il fallait aussi gagner un facteur 10 en vitesse de calcul. Et les gens l'ont gagné aussi. Donc c'est vraiment extraordinaire. Alors je m'arrête ici. Et la semaine prochaine, on va parler maintenant de la physique qu'on essaye de faire. Je vais vous présenter d'abord la physique de Higgs. Donc là, il y aura des calculs de théorie des champs un peu sur le tableau. Donc d'abord la physique de Higgs et ensuite la physique au-delà du modèle standard, supersymétrie, cordes, bla, enfin, trou noir que vous avez parlé. Est-ce qu'on peut produire des trous noirs? La réponse est oui, on pourrait peut-être. Mais ne vous en faites pas, on ne sera pas mettre dedans. Donc voilà, on va parler de tout ça dans les 2 cours qui restent. Merci beaucoup. Yes, sir. Ah, et parce qu'à un moment, on ne gagne plus. Tu vois, proton, antiproton, l'avantage, c'est qu'on commence par quark, anti-quark. Donc, on n'a pas si on veut produire quelque chose de nouveau, on commence par un nombre baryonique 0. Donc, on a plus de possibilités de produire quelque chose de nouveau. Ça, c'est l'avantage. Quel est le désavantage? C'est qu'il faut produire des antiprotons, et ça, on ne le trouve pas facilement. Donc, il faut d'abord les produire, les stocker, les refroidir, tu connais toutes les histoires. Et ça. Donc, on perd en luminosité, parce qu'on n'a pas autant d'antiprotons que de protons. Maintenant, si tu montes en énergie, tu trouves que finalement, ce n'est pas le proton, et ça, c'est quelque chose qu'on peut étudier facilement en chromodynamique quantique. Finalement, le proton à ces énergies-là, ce sera essentiellement un sac, pas à quarks, mais à gluons. Et les gluons sont les mêmes que ce soit dans le proton ou l'antiproton. Donc, en fait, l'LHC, ce n'est pas un collisionnaire à quarks, c'est en fait un collisionnaire à gluons. Et là, tu ne gagnes rien en faisant du proton, par contre, tu perds en luminosité. Justement, le 10 puissance 34 qui est ici, le Tevatron, c'est à peine s'il arrive à 10 puissance 33. Tu vois, donc tu gagnes un facteur énorme en luminosité. Donc ça, c'est la raison pour laquelle c'est plus la peine, à partir d'une certaine énergie, c'est plus la peine de faire un proton. Proton, c'est possible. Le niveau technologique avec la géométrie des bobines. Bon, mais ça, ils ont réussi à résoudre le problème. C'est vrai que la géométrie des bobines, par contre, c'est plus simple avec les antiprotons parce que c'est le même champ magnétique. On n'a pas besoin de renverser le champ. Mais en fait, ça, c'était une technique qui était plus ou moins renverser le champ. Il y en avait déjà des détecteurs qui utilisaient à petite échelle ce qu'on on appelait comment s'appelait le split magnet. Tu te souviens, le vieux temps, bon, il y avait une technique qui faisait ça. Donc, c'était plus ou moins maîtrisé, pas à cette échelle-là, mais donc, bon, ils ont réussi à résoudre ce problème. Yes. Pour gagner tous ces facteurs 10, Oui. au niveau de production, d'entretien, Les coûts, finalement, c'est resté pratiquement constant si tu regardes, parce que justement, les gens deviennent... C'est ça que je disais. Tu ne peux pas faire 10 fois mieux en faisant 10 fois plus grand, parce qu'à ce moment-là, le coût va devenir 10 fois plus grand. Et ça, tu ne peux pas. Les coûts, bon, parce que le budget de recherche mondiale est pratiquement constant. Tu peux jouer un tout petit peu, mais tu n'espères pas que tu auras tout d'un coup 10 fois plus d'argent qu'avant. Donc ça, c'est justement, il faut être beaucoup plus astucieux pour ne pas avoir à payer 10 fois plus. Bon, le prix du LHC, ça dépend comment tu calcules, évidemment, parce que le tunnel, tu l'avais déjà. Parce que c'était le tunnel du LEP. Donc, bon, c'est...
Mais bon, ce serait de l'ordre de... Donc sans le prix du tunnel, puisque tu l'avais déjà, mais en comptant tous les salaires qui sont dedans, parce qu'il faut le compter quand même si tu peux dire que ces gens-là étaient payés de toute façon, même s'ils n'avaient pas, ils seraient payés puisqu'ils étaient fonctionnaires comme tout le monde. Mais en fait, si tu comptes correctement tous les salaires, etc., ce serait de l'ordre de, je dirais, de 5 milliards, d'accord, répartis dans 15 ans. Bon, tu peux discuter si une nouvelle machine peut faire 7 milliards, oui. Tu peux aller de 5 à 7, mais tu ne vas pas aller à 50. Si tu as donc une machine qui fait 50 milliards, tu peux l'oublier, tu ne l'auras jamais, les 50 milliards. D'accord. Donc, pour avoir 50 milliards, c'est soit tu dois faire une guerre, d'accord, là tu le sauras, soit avoir une grande banque qui fait faillite, et là tu auras 50 milliards. D'un jour à l'autre, d'accord. Mais normalement, tu n'auras pas 50 milliards. Donc voilà, et les prochaines, les gens qui pensent déjà aux machines suivantes, gardent toujours à peu près, ils essayent d'améliorer la technique, mais gardent toujours à peu près cet ordre de grandeur de prix, justement parce que tout le reste serait pas réaliste. Tu vois, voilà. Alors donc, par exemple, les accélérateurs du futur ne seront plus de cette façon-là. Les gens pensent à accélérer avec des lasers de puissance dans le plasma. Tu vois, tu fais une chose, les gens, bon, il y a les expériences que les gens font à l'X, etc. Donc, ils arrivent à faire des champs d'accélération qui sont beaucoup, très intenses, beaucoup plus que ce qu'on fait, mais à 1 centimètre. Donc, la question, c'est d'aller d'1 centimètre à 10 kilomètres. Voilà. Donc il faut vraiment un R&D, mais c'est dans cette direction, ça veut dire d'être plus astucieux, pas d'être plus grand.